tout, parce qu'en ce moment, voilà. Donc, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien ce soir. N'hésitez pas, en tout cas, pour ceux qui sont en direct avec nous, à nous mettre un petit bonsoir et d'où vous nous écrivez. Ce soir, je pense, la webconf la plus attendue à chaque fois. En plus, on est très, très bien accompagnés. C'est les traitements du myélome, les nouvelles thérapies, les cartes Ficelle et les bispécifiques. Donc, pour la plupart, je sais que vous connaissez comment ça fonctionne. Vous mettez vos messages en bas dans le chat à droite. Moi, j'essayerai d'identifier vos questions pour qu'on puisse au mieux les remonter à nos professeurs qui sont là ce soir. Donc, dans un premier temps, on va vous les présenter, même si je pense qu'il y en a certains, on n'a plus besoin de vous les présenter, enfin surtout 2, mais bon, après, on va quand même vous les présenter et on vous expliquera comment fonctionne Myélonet et on parlera du vif du sujet. Sur ce, je laisse la place à Sophie Delmer pour vous présenter nos intervenants. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis contente de vous retrouver après une interruption brutale en 2024. Je crois que le mieux, c'est de laisser nos 3 professeurs nous expliquer un peu d'où ils viennent, qui ils sont. Donc, vous commencez, qui vous voulez. Allez, professeur Touzeau, vous êtes sur la ligne du haut. Bonjour à tous, donc moi je suis Cyril Touzeau, je suis hématologue au CHU de Nantes et je m'occupe plus particulièrement du myélome. Professeur Tart. Très bien, bonsoir à tous. Moi je suis Karine Tart, je suis immunologiste à Rennes et donc je vais plutôt discuter avec vous certains aspects de mécanismes d'action ou de biologie autour de ces nouvelles thérapeutiques. Bonsoir, moi je suis Olivier Decaux, donc je travaille dans le service d'hématologie au CHU de Rennes et je suis interniste de formation et je m'occupe comme Cyril particulièrement de myélome, de patients atteints de myélome. Donc Audrey va prendre la main pour vous expliquer donc les connexions à Myélonet en particulier. Merci Sophie. Donc effectivement, si jamais vous ne le saviez pas, il y a un MOOC Myélonet. Alors l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez vous y connecter très très simplement. Il vous suffit d'aller sur laf3m.org, de vous identifier ou de vous inscrire selon là où vous en êtes dans vos démarches et vous allez sur Myélonet. Du coup, vous êtes directement connecté. La seule chose qu'on vous demande la toute première fois là où vous vous connectez, c'est un identifiant qui ne doit pas être votre adresse mail, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de téléphone. Vraiment, je ne sais pas, mettez votre surnom, enfin quelque chose de plus original, on va dire ça comme ça, et votre qualité. Donc, si vous êtes patient, proche aidant, etc. Et vous avez accès donc à de nombreux cours. En tout cas, c'est trié comme ceci sur la plateforme et vous accédez comme vous voulez, vous avancez comme vous désirez. Actuellement, ce MOOC est tutoré. Donc, tutoré, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une équipe de tuteurs qui est disponible, alors qui ne vous garantit pas non plus une réponse sous 2 minutes, mais on va dire sous 24 à 48 heures, vous pouvez avoir une réponse à vos commentaires. Donc, aujourd'hui, Myélonet, c'est plus de 600 inscrits et plus de 280 commentaires. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Les tuteurs seront très impatients et contents, je pense, de vous répondre. Et si vous avez quoi que ce soit comme souci, n'hésitez pas à m'écrire donc à contact-myélonet@af3m.org si vous avez une question, un souci de connexion ou autre. Voilà, donc je laisse la parole à nos intervenants du jour qui vous raconteront des choses bien plus intéressantes que moi. Voilà, donc on va commencer effectivement cette webconférence très attendue sur les traitements innovants du myélome multiple.
Donc, je vais laisser, je ne sais pas comment vous voulez vous organiser pour commencer à commenter donc, les slides. Je vous laisse. Non, mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est te laisser, Karine, présenter les modalités d'action de ces 2 traitements, parce que tu le fais très bien. Oui, je crois que c'est après que c'est. Il me Ouais. semble que c'est un peu après. Alors, on peut commencer par ça, d'ailleurs. Ouais, parce que je pense que c'est D'accord. vraiment. Ouais, si, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, allez. Allez, allons-y, très bien. Puis on reviendra en arrière, c'est pas du tout un souci. Donc, juste un petit rappel. Dans le myélome, c'est une pathologie dans laquelle, depuis très très longtemps, on utilise en réalité l'immunothérapie. C'est une question qui nous est souvent posée, puisque dès lors qu'on utilise un anticorps, c'est de l'immunothérapie. Donc, y compris des anticorps classiques comme le DARA que vous connaissez tous, c'est un anticorps qui cible la molécule CD38 et qui va donc agir massivement en recrutant des effecteurs de l'immunité qui reconnaissent les anticorps, comme les cellules NK ou les cellules macrophagiques. Ça fait donc longtemps que ça existe, notamment dans le myélome multiple, en ciblant cette cible qui est la molécule CD38. Ce qui est par contre plus récent de développement, c'est de nouvelles stratégies toujours d'immunothérapie, mais qui sont d'un côté les CAR T-cells et de l'autre les anticorps bispécifiques. Alors, je ne sais plus quelle est la cible après. Ah, voilà. Bon, là, ça regroupe un peu l'ensemble de ces nouvelles cibles thérapeutiques potentielles, et en particulier dans ce qu'on va discuter aujourd'hui. D'un côté, les anticorps. Donc là, d'ailleurs, vous voyez sur cette représentation, on voit l'anticorps anti-CD38 en haut, qui est par exemple du DARA. Ça, c'est la reconnaissance directe d'une cible. Et ça va activer, ça a l'air d'être dans la cellule, mais c'est à l'extérieur. Ce qu'on appelle l'ADCC, c'est de la cytotoxicité dépendante des cellules. Donc, c'est les cellules naturales killers qui vont détruire la cible en reconnaissant l'anticorps. La CDC, c'est la cytotoxicité dépendante du complément. Les molécules du complément se fixent sur l'anticorps et détruisent la cible. Et l'ADCP, c'est la cytotoxicité dépendante de la phagocytose. Là, c'est des gros macrophages qui reconnaissent l'anticorps fixé et qui blottent la cible. Donc, tout ça, c'est les mécanismes d'action des anticorps anti-tumeurs, comme du daratumumab, par exemple. Les T-cell engagers, donc c'est ce qu'on appelle, on va dire de façon plus schématique, les anticorps bispécifiques, ou les CAR T-cells, c'est ce que vous voyez ici à gauche de cette slide. Ils vont également reconnaître une cible, mais par des mécanismes très différents, et ils vont aller également détruire cette cible. Donc, si on commence par les CAR T-cells, un petit rappel, là, l'idée, c'est d'utiliser vos propres cellules et de les modifier pour les rendre plus efficaces. Comme tout patient atteint de cancer, la bonne nouvelle, c'est que dans votre corps, vous avez des lymphocytes T qui reconnaissent spécifiquement votre tumeur et qui sont potentiellement efficaces. Le problème, c'est que comme le cancer se développe, ils sont rendus inefficaces, exhaustides, fatigués, et ils ne sont plus capables de détruire la tumeur. Donc, ceux qui sont dans la tumeur sont inefficaces. Par contre, ceux qui circulent dans votre sang, potentiellement, ils sont happy, ils sont contents, ils sont capables d'être efficaces, mais ils ne sont pas spécifiques de la tumeur, puisqu'ils sont dans le sang, sinon ils seraient dans la tumeur. Et donc, c'est ça qu'on va faire. On va prendre vos lymphocytes T dans le sang et on va les rendre spécifiques de la tumeur en mettant dedans une molécule chimère qu'on appelle CAR. CAR, c'est pour récepteur chimère à l'antigène, en anglais Chimeric Antigen Receptor. Donc, cette molécule, c'est donc de la thérapie génique, on la fait rentrer dans vos lymphocytes T et à ce moment-là, ils peuvent reconnaître spécifiquement la cible et comme ils ne sont pas rendus inefficaces parce qu'ils sont dans le sang, ils vont efficacement détruire cette cible. Donc finalement, l'écart, c'est vraiment prendre des cellules T dans le sang, rajouter cette molécule chimère pour les rendre spécifiques de la cible et les adresser ainsi à votre tumeur qu'ils vont détruire. Dans le myélome multiple, la cible la plus utilisée, c'est une molécule présente à la surface des plasmocytes qu'on appelle BCMA, qui est le récepteur d'un facteur de croissance qu'on connaît depuis longtemps. Pour le coup, j'avais contribué à identifier comme un facteur de croissance dans le myélome. Et ce récepteur, eh bien, il s'exprime massivement sur les plasmocytes tumoraux. Et donc, les CAR T-cells vont pouvoir les reconnaître et les détruire. Ça, c'est une stratégie, les CAR T lymphocytes T reprogrammés. L'autre stratégie, ce sont les anticorps bispécifiques. Là, l'idée, c'est de dire, dans ma tumeur, encore une fois, je vous l'ai dit depuis le début, les lymphocytes T qui sont très spécifiques de votre tumeur, ils sont rendus inefficaces. Sinon, ils la détruiraient, il n'y aurait pas de tumeur.
Mais dans la tumeur, il peut aussi y avoir des lymphocytes T non spécifiques de la tumeur qui, eux, pourraient être efficaces, mais comme ils ne sont pas spécifiques, ils ne la reconnaissent pas. Qu'à cela ne tienne, on va utiliser un anticorps bispécifique. Cet anticorps, il a 2 petits bras, et d'un côté, il va reconnaître la cellule tumorale, donc il peut y avoir différentes cibles qui sont utilisées dans le myélome, par exemple BCMA, encore une fois, mais aussi GPRC5D, par exemple, donc une cible spécifique sur la cellule tumorale. Et de l'autre côté, on reconnaît une molécule qui est présente sur les lymphocytes T qu'on appelle le CD3. Et ça va forcer ces lymphocytes T à faire un bisou à la cellule tumorale et à la détruire. Donc, 2 grandes possibilités pour rendre les lymphocytes T efficaces contre la tumeur: prendre des lymphocytes T du sang et les modifier génétiquement, ou bien administrer un anticorps bispécifique qui va rapprocher dans votre tumeur les lymphocytes T des cellules tumorales pour qu'elles puissent être détruites. Voilà. Donc ça, c'est les 2 grandes stratégies dont on parle. Mais encore une fois, si on parle d'immunothérapie, ça englobe également les anticorps anti-CD38, par exemple, comme le daratumumab ou l'isatuximab. Et j'ai vu que ce sont également des choses qui vont être discutées juste après par les cliniciens. Donc, on pourra en dire un mot, par exemple, de la comparaison entre ces 2 anticorps. Mais voilà les choses principales en termes de mécanismes avant de commencer la discussion sur les aspects cliniques. Et puis, bien sûr, on pourra réinteragir en fonction des questions posées. Merci Karine. Juste pour compléter ce que tu as dit, et je te remercie d'avoir présenté ces 2 médicaments. Là, on va parler surtout de ces médicaments-là parce que c'est le sujet de la webconf, mais quand on parle d'innovation dans le myélome, le daratumumab est une innovation qui est apparue il y a quelques années maintenant et qui reste un excellent traitement. Donc, c'est pas parce qu'on parle de médicaments innovants que les autres médicaments sont Bien passés. évidemment. Et ça reste des médicaments très utiles, même si aujourd'hui, on va se focaliser sur ces innovations. Très bien. Et puis d'ailleurs, la première innovation qui est là, c'est ni un CAR-T ni spécifique, ce premier essai. Donc, c'est pour ça que je voulais rappeler que les anticorps anti-CD38 restaient tout à fait d'actualité aujourd'hui. Donc, peut-être on peut dire un mot avant de reparler des essais cliniques en cours lorsqu'on découvre la maladie. Mais donc, merci beaucoup, Karine, pour avoir précisé un peu le mécanisme d'action de ces nouvelles immunothérapies qui sont en fait devenues notre quotidien. Et donc, c'est sûrement important de dire dans quel cadre on peut avoir accès aujourd'hui aux bispécifiques ou aux CAR-T-cells quand on est atteint de myélome multiple. Donc, pour le moment, ces traitements, CAR-T-cells ou anticorps bispécifiques, on y a accès uniquement dans le cadre de la rechute, lorsque le myélome a rechuté. Et donc, les CAR-T-cells, pour le moment, on a accès à un CAR-T qui s'appelle Abecma, un CAR-T qui cible le BCMA, comme on l'a vu avec Karine. Et ce CAR-T a une autorisation de mise sur le marché depuis quelques semaines. On y avait accès depuis 2 ou 3 ans dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation. Il fallait avoir rechuté après au moins 3 lignes de traitement. Maintenant, on peut y avoir accès plus tôt, parfois même dès la première rechute, à partir du moment où la maladie est en échec des 3 principales classes de traitement. Hop, je raccroche mon téléphone. Qui étaient devenus nos classiques, c'est-à-dire au moins un anticorps anti-CD38, daratumumab ou isatuximab, au moins un inhibiteur du protéasome, par exemple le Velcade, par exemple le carfilzomib, et puis au moins un agent immunomodulateur comme le Revlimid ou le pomalidomide. On n'utilise plus beaucoup le thalidomide. Donc, on a maintenant accès à ces CAR-T-cells à partir de la première rechute si on est en échec de ces 3 classes de traitement. Il y a maintenant un accès à ces CAR-T dans beaucoup de centres. Au début, c'était très peu de centres. Maintenant, on a entre 20 ou 30 centres qui peuvent proposer les CAR-T. Donc là, c'est quand même une vraie différence par rapport aux anticorps bispécifiques qui sont utilisables, si je puis dire, dans tous les centres qui font de l'hématologie. Souvent, les CAR-T, c'est plutôt CHU. Et donc, dans quasiment tous les CHU de proximité des centres d'hémato, on peut avoir maintenant accès à ces CAR-T. Et il y a quelques mois ou années, on était assez limité dans le nombre de possibilités de proposer ça aux patients. Maintenant, on peut proposer très largement des CAR-T aux patients qui en ont besoin. Et donc, on a ce programme un peu. Donc, c'est vrai qu'il y a la première étape qui est le recueil
des globules blancs. Il faut maintenant 6 à 8 semaines avant qu'ils soient transformés en quartiers qui reviennent dans le centre du patient pour être administrés. Souvent, pendant cette phase d'attente, on propose un traitement pour contenir la maladie. Et puis, il y a l'hospitalisation pour la réinjection des CAR-T et qui est précédée d'une phase de chimiothérapie facile à supporter, qui se fait souvent en ambulatoire, en fait, en hôpital de jour pendant 3 jours. Et puis ensuite, après ces 3 jours d'une chimiothérapie ambulatoire, il y a l'hospitalisation pour l'injection des CAR-T. Et on garde classiquement les patients une dizaine de jours pour surveiller un effet secondaire qui est très fréquent, qui est la fièvre, qui survient souvent le jour même, parfois le lendemain, qu'on arrive dans la grande majorité des cas très bien à contrôler. On a des traitements qui vont du simple paracétamol jusqu'à des traitements plus puissants pour neutraliser cette fièvre, qui est vraiment comme un syndrome grippal. En fait, là, ce sont les CAR-T qui reconnaissent les cellules du myélome. Ça provoque un peu un orage inflammatoire, comme on a quand nos globules blancs rencontrent le virus. Et le plus souvent, ça se résume à une simple fièvre. Dans de plus rares cas, ça peut prendre des proportions plus importantes, avec besoin d'oxygène, baisse de la tension, mais avec ce CAR-T tel qu'on l'utilise, on est très peu confronté à des formes graves de cette fièvre-là. Et puis, on explique aux patients, ce qui est très rare avec ce CAR-T-là, mais on peut avoir des effets secondaires de type neurologique, liés là aussi un peu à l'orage inflammatoire. Et il peut y avoir des désordres neurologiques de type confusion, d'être un peu perdu dans le temps, dans l'espace, parfois une gêne pour écrire, pour répondre parfois à des questions un petit peu simples. Et donc, on surveille ça de près. Encore une fois, c'est vraiment rare dans ce CAR-T qu'on utilise pour le traitement du myélome. C'est peu un problème, heureusement, en pratique quotidienne. Ensuite, les anticorps bispécifiques, donc eux, le traitement est vraiment différent. C'est un traitement qui se fait un peu comme le daratumumab. On peut le faire dans tous les centres qui font de l'hématologie. Ces traitements par bispécifique, le traitement par CAR-T, on a vu cette procédure un peu plus complexe au départ, mais une fois que le traitement par CAR-T-cell est fait, il n'y a plus de traitement. Les CAR-T vont vivre quelques semaines, peut-être mois dans l'organisme, faire leur boulot, on espère, de la manière la plus complète possible pour obtenir la meilleure réponse possible. Mais ensuite, le patient, une fois qu'il sort d'hospitalisation, il est surveillé, une consultation tous les 3 à 4 mois. Et ça, c'est vraiment l'atout, en plus de l'efficacité des CAR-T, c'est le fait de retrouver une vie, si ce n'est normal, mais en tout cas avec beaucoup moins d'allers-retours à l'hôpital que les traitements conventionnels qui parfois font revenir les patients à l'hôpital une fois par semaine ou tous les 15 jours. Donc ça, cette qualité de vie après traitement est vraiment appréciée après traitement par CAR-T-cell. Pour les anticorps bispécifiques, c'est plus simple, c'est une administration par injection sous-cutanée. Au départ, 1 fois par semaine, on espace rapidement à tous les 15 jours, mais on donne ces traitements tant qu'ils fonctionnent. Dans la plupart des centres, lors des premiers jours, on débute les traitements par anticorps bispécifiques en faisant une escalade de dose, parce que là aussi, il peut y avoir un peu un orage inflammatoire, comme on rapproche la cellule de défense de la cellule cible. On peut là aussi avoir une sorte de syndrome grippal on commence avec une petite dose de l'anticorps, 2 jours après une dose un peu plus importante, puis la dose classique. Et cette escalade de dose est souvent faite à l'hôpital, en fait, pour surveiller la fièvre, traiter si nécessaire. Et donc, ce début de traitement par anticorps bispécifique nécessite une hospitalisation de quelques jours, mais ensuite, c'est de l'hôpital de jour avec une injection sous-cutanée sur quelques secondes, minutes, et avec, au-delà des premières doses, pas d'effet secondaire de type fièvre ou orage inflammatoire. Par contre, on sait qu'avec ces traitements prolongés par anticorps bispécifiques, on observe plus d'infections. En quelque sorte, en redirigeant toutes les troupes vers la maladie, on rend les défenses classiques contre les microbes peut-être plus pauvres, moins efficaces, et on a su repérer au cours des derniers mois, années, que ces patients traités par anticorps bispécifiques étaient plus fragiles vis-à-vis des infections, ce qui nécessite qu'on soit à nouveau très pédagogue et qu'on reprenne bien la nécessité des traitements qui protègent des infections, comme le valacyclovir, le Bactrim qu'on donne classiquement dans la maladie,
On revérifie bien l'importance des vaccins, même si on sait que l'efficacité est parfois plus faible dans le myélome, et surtout avec ce type de traitement. Et puis, on est maintenant amené, parce que ça marche pour diminuer le risque d'infection, à donner des anticorps, des immunoglobulines, pour limiter ce risque d'infection, parce que les patients traités par ces anticorps bispécifiques ont très très peu d'anticorps de protection. Donc, de nouvelles immunothérapies, pour le moment accessibles lors de la rechute du myélome, avec une très bonne efficacité, et chacun un profil différent de tolérance, en sachant qu'on peut tout à fait avoir un des traitements puis l'autre. On a, dans ces types de séquences de traitement, peut-être plus l'habitude de proposer des CAR-T d'abord si on le peut, puis anticorps bispécifiques, mais voilà, on est dans une phase un peu de découverte des meilleures séquences de traitement possibles. Et juste pour terminer cette partie, évidemment, au vu de l'efficacité du profil de tolérance des CAR-T, des anticorps bispécifiques, il y a actuellement des essais cliniques qui visent à les évaluer dès la première ligne de traitement, lorsqu'on débute le traitement, le premier traitement lorsqu'on découvre le myélome. Et en ce moment, on a des essais cliniques, par exemple chez le patient jusqu'à 70 ans, où classiquement on propose une autogreffe, on en parlera sûrement tout à l'heure. Eh bien, il y a des essais en cours ou qui vont débuter très prochainement en France, qui vont comparer l'autogreffe classique chimiothérapie aux CAR-T-cells ou aux anticorps bispécifiques. Et puis, chez les sujets âgés, plus âgés en tout cas, chez qui on ne propose pas d'autogreffe, il y a des essais cliniques qui visent à ajouter un anticorps bispécifique au traitement classique pour essayer d'améliorer la profondeur de la réponse, la durée de la réponse. Ça, c'est important, mais il ne faut évidemment pas perdre de vue que progresser dans l'efficacité ne doit pas se faire au détriment de la tolérance des traitements. On va le voir, on a maintenant des traitements extrêmement efficaces et bien tolérés, et a fortiori chez les patients plus âgés, parfois plus fragiles, il ne faut pas que ajouter un traitement se fasse au détriment de la tolérance, de la sécurité, d'où ces essais cliniques qui sont importants, mais surveillés de près, si je puis dire, pour vérifier qu'on garde toujours un bon rapport bénéfice du traitement sur le risque qu'on fait prendre aux patients. Donc ça, pardon, c'était un peu long, mais c'était le versant quel accès maintenant à ces nouvelles immunothérapies, CAR-T et bispé, quand on découvre un myélome, donc essai clinique, et puis au quotidien, c'est le cas, mais lors de la rechute de la maladie. Non, mais merci Cyril, tu as tout dit. Moi, je préciserai effectivement ce que tu viens de dire sur les essais de première ligne, c'est que c'est des traitements qui sont effectivement très efficaces, mais qui ne sont pas dénués de risques, notamment infectieux. Et ça, c'est un élément vraiment important. Et donc aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les traitements du myélome ont fait d'énormes progrès, hein, le daratumumab, l'isatuximab, le carfilzomib, on ne va pas tous les citer, c'est des traitements très efficaces. Et aujourd'hui, le traitement de première ligne reste beaucoup plus efficace qu'il n'était il y a quelques années encore. On a fait d'énormes progrès avec notamment l'arrivée des anticorps anti-CD38. Et donc aujourd'hui, si vous êtes traité hors d'un essai thérapeutique, vous avez accès à des bons traitements. On essaye d'améliorer les choses, hein, comme l'a dit Cyril, en essayant de faire remonter ces traitements dont on parle aujourd'hui, CAR-T-cell et anticorps bispécifiques, dès la première ligne, mais avec l'inquiétude quand même de savoir quelle va être la tolérance. Et en première ligne, la tolérance, elle est vraiment essentielle parce que ça conditionne la qualité de vie. Donc pour l'instant, c'est de la recherche. Alors on espère beaucoup effectivement améliorer les choses. Mais aujourd'hui, vraiment hors de ces traitements, le traitement de première ligne reste un traitement très efficace, notamment depuis l'arrivée des anticorps anti-CD38, daratumumab principalement. Et professeur, c'est vrai qu'on parle beaucoup des CAR-T. Les CAR-T, c'est la carte gagnante, ça marche à tous les coups. Alors, c'est des traitements très efficaces. Quand on dit très efficace, globalement, les taux de réponse, donc la diminution du pic, vous savez, on suit la maladie sur le pic notamment, le taux de réponse est d'environ 70 à 80%, que ça soit avec les CAR-T ou les bispécifiques. C'est deux traitements très efficaces, d'autant plus qu'on s'adresse à des patients aujourd'hui qui ont été lourdement traités, puisqu'ils ont reçu, comme le disait Cyril, les principales molécules du myélome. Donc ça reste très efficace. Pour autant, même si c'est des traitements qui sont très efficaces et innovants, il y a malheureusement des patients chez qui on n'obtient pas de réponse malgré ces traitements-là.
Donc c'est pas du 100% de réponse. Il faut évidemment le tenter. Alors, on sait notamment que dans certaines formes de la maladie qui sont agressives, quand notamment il y a ce qu'on appelle une maladie extramédullaire. Normalement, le myélome est une maladie qui reste dans la moelle osseuse, puisque les cellules malades sont des cellules qui sont habituellement nichées dans la moelle osseuse et y restent. Dans certaines formes de myélome agressives, on a des localisations extra-osseuses. Ben, on sait que les patients qui ont des localisations extra-osseuses répondent un peu moins bien à ces traitements-là, par exemple. Mais parfois, sur des maladies qui se présentent de façon classique, on n'a pas de réponse. Donc c'est malheureusement pas la carte gagnante à tous les coups et je crois que c'est important aussi quand on se situe, en situation de myélome avancé, c'est-à-dire ayant déjà reçu plusieurs lignes de traitement, d'avoir ça en tête. On a plein d'espoir évidemment quand on les prescrit, mais c'est important aussi, de savoir que malheureusement dans certains cas, ça peut ne pas marcher et donc il y a un accompagnement à avoir, auprès des patients et ça rejoint pas mal de questions que je vois passer dans le chat sur, la durée de réponse, sur, combien de temps le traitement peut fonctionner. On peut donner des chiffres, ce qui va compter, c'est vous. C'est-à-dire que quand on donne des chiffres, c'est, à l'échelle d'un grand groupe de patients. On va étudier 100 patients, 200 patients, on va regarder, on va voir ce qu'on appelle des médianes, c'est-à-dire la période au bout de laquelle la moitié des patients n'ont pas rechuté. Alors ça, c'est intéressant, mais ce qui compte, c'est vous et on va regarder en général avec ces traitements, ils sont très efficaces. On sait quasiment dès le 1er mois si le traitement a bien marché ou pas. On voit les pics qui disparaissent très, très vite quand ça fonctionne et ce qui compte, c'est ça et quand la réponse est bonne, on sait qu'il y a des chances que la réponse dure longtemps. Pour autant, chaque patient est différent donc le plus important, on peut donner des chiffres, mais le plus important, c'est comment ça va se passer chez vous, comment vous répondez, comment vous supportez et nous, on vous accompagne, enfin les médecins sont là pour vous accompagner au quotidien et suivre l'évolution. Et ça marche aussi bien sur les myélomes à pic monoclonal que les myélomes à chaîne légère? Oui, il n'y a pas de différence, oui. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois à propos des CAR-T dans le chat. Quand on a subi déjà un traitement sous CAR-T, est-ce qu'on peut en avoir un second si ça n'a pas fonctionné tout de suite? Mais pour le moment, non. C'est vrai qu'il y a eu dans les essais cliniques avec le CAR-T auquel on a accès actuellement, il y a eu des tentatives de pouvoir, lorsque le patient rechutait à distance de ce CAR-T, de le reproposer. En fait, ce n'est pas très efficace. Les patients n'ont pas répondu. Et donc, c'est vrai que pour le moment, on ne réinjecte pas, même si le traitement a bien marché une première fois, le même CAR-T. Et donc, mais il y a quand même pas mal d'espoir. Et Karine nous disait, il y a plusieurs cibles sur les plasmocytes qu'on peut cibler avec des CAR-T, des anticorps bispécifiques. Il y a BCMA et puis il y a une autre cible qui s'appelle GPRC5D. On espère avoir bientôt un anticorps bispécifique accessible, à le talquetamab. Mais aussi, il y a quand même des essais cliniques avec des CAR-T ciblant GPRC5D. Et il y en a un en cours de développement qui va arriver en essai clinique en France, qui marche bien, y compris chez des patients qui ont rechuté après un CAR-T anti-BCMA. Et donc ça, c'est potentiellement un espoir de pouvoir faire ce qu'on aimerait bien, c'est-à-dire un patient qui recevrait un CAR-T anti-BCMA avec une bonne réponse, et puis si 1 an et demi, 2 ans après, la maladie remonte, on pourrait imaginer proposer un autre CAR-T ciblant une autre cible qui pourrait à nouveau permettre de gommer la maladie pendant des mois, peut-être années, et avoir comme ça des séquences de traitement. Alors c'est là du domaine encore d'essais cliniques, mais oui, peut-être on pourra un jour proposer un deuxième CAR-T après échec, ou en tout cas rechute après un premier CAR-T, mais pas avec le même. Ça, retraiter avec le même CAR-T, pour le moment, c'est décevant. Aujourd'hui, ça revient des questions auxquelles j'ai répondu parfois dans le chat. Effectivement, l'un des mécanismes majeurs d'échappement au CAR-T, ça va être la perte, c'est ce que disait très bien Cyril, hein, la perte de la cible. Et donc, la logique, elle n'est pas nécessairement de remettre un CAR-T, mais tu évoquais effectivement GPRC5D, le talquetamab, qui en plus a potentiellement un intérêt d'une certaine spécificité d'expression encore plus importante de la molécule sur les plasmocytes tumoraux. Et donc, à l'avenir, on pourrait très bien imaginer effectivement une optimisation avec de nouvelles cibles. Et il y a aussi d'autres cibles même qui arrivent effectivement comme FCRH5 ou d'autres hein, qui sont en cours d'études. Et donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, y compris en développement en termes de recherche, comme on sait que c'est l'un des éléments limitants. Hein.
On sait que de tout temps en immunologie, la principale cause de résistance, c'est la perte de la cible. Ça a toujours été le cas. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'échelle de la recherche sur des CAR-T ciblant 2 cibles ou sur des anticorps même bispécifiques qui sont en fait trispécifiques. Donc aujourd'hui, il y a une énorme recherche pour justement éviter ces résistances qui sont juste, entre guillemets, dues à la perte d'une cible. Cette perte, elle n'est pas spontanée, c'est la sélection du système immunitaire. Seule la cellule tumorale qui a perdu la cible va résister et va s'amplifier. Donc aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de travaux pour être capable de cibler plusieurs cibles en même temps. Et probablement que dans l'avenir, c'est des choses qu'on pourra peut-être être en mesure de proposer à l'échelle clinique. Et en écho avec ce que vient de dire Karine, il y a quelques jours, il y a une publication dans notre grand journal de médecine qui s'appelle le New England Journal of Medicine sur l'association de 2 anticorps bispécifiques, l'un ciblant BCMA, teclistamab, l'autre ciblant GPRC5D, talquetamab, et les résultats sont vraiment très très bons d'efficacité, y compris chez les patients dont on sait que les nouvelles immunothérapies sont moins efficaces, que nous disait Olivier, c'est-à-dire les patients dont le myélome a quitté la moelle osseuse avec une maladie extramédulaire, et y compris sur ces patients, de cibler 2 cibles en même temps, sûrement limite ces mécanismes de résistance et ça fonctionne très très bien. Alors par contre, on additionne aussi un peu les effets secondaires et on sait que cibler BCMA avec un anticorps bispécifique, les infections, et puis cibler GPRC5D, c'est pas dénué d'effets secondaires, notamment de troubles du goût, les ongles abîmés, parfois des éruptions sur la peau. Donc, bon, on est beaucoup plus efficace, mais on additionne aussi des effets secondaires. Alors, on peut sûrement progresser dans... peut-être pas le faire toutes les semaines comme dans cet essai clinique et peut-être qu'une fois par mois. Enfin, voilà, il faut qu'on progresse, mais oui, 1000 fois, d'accord. Peut-être qu'avoir maintenant possibilité de faire cibler 2 cibles en même temps, ça a l'air très efficace. Merci beaucoup, professeur Touzeau. Audrey, avant de passer aux questions que tu as collectées, est-ce que tu en as vu, ou est-ce que vous, professeur, est-ce que vous en avez vu auxquels vous aimeriez répondre déjà à l'oral? Il y a 1 ou 2 questions sur les essais cliniques ou par exemple sur ce qu'on voit à l'écran, peut-on proposer en première ligne de traitement? Je pourrais juste faire un petit, pas parenthèse, mais parler des essais cliniques de notre groupe IFM et qui permettent de... On peut proposer dès la première ligne de traitement ces anticorps bispécifiques actuellement. Et donc, en ce moment, on a un essai clinique en cours qui s'adresse aux patients jusqu'à l'âge de 65 ans, qui seraient en théorie éligibles à l'autogreffe et qui justement ne proposent pas d'autogreffe, mais vont proposer un schéma de bispécifique après le traitement d'induction classique avec daratumumab, Velcade, Revlimid, dexaméthasone. Donc, c'est un essai en cours. Il y a plus d'une cinquantaine de patients inclus. Et c'est quand même assez innovant puisque pour la première fois depuis maintenant presque 50 ans, 40 ans, on ne va pas proposer la chimiothérapie intensive avec autogreffe, mais des anticorps bispécifiques. Et on va s'adapter à la réponse après le traitement d'induction. Les patients qui gardent une maladie détectable auront justement cette association dont on parlait à l'instant, teclistamab plus talquetamab, mais 1 fois par mois. Et on espère avoir ainsi un bon équilibre de grande efficacité sans apporter trop d'effets secondaires. Et les patients qui sont en très bonne réponse, maladie indétectable après l'induction, recevront un traitement par le teclistamab, seul anticorps bispécifique, plus le lénalidomide, qui est notre traitement classique de maintenance. Donc, voilà, un essai en cours qui permet d'avoir potentiellement là, des anticorps bispécifiques dès la première ligne de traitement. Et puis, sûrement à partir du printemps, on débutera un grand essai clinique par le nombre de malades et puis le nombre de centres impliqués, 70 centres en France, un essai qui va venir comparer le traitement classique avec autogreffe en comparaison avec un traitement à base de bispécifique et donc un essai clinique construit pour que si il y a une supériorité
ce qu'on espère du traitement par anticorps bispécifique, que ce traitement puisse avoir une autorisation de mise sur le marché et que peut-être on puisse à terme se passer de l'autogreffe. Et donc cette étude qui s'appelle Hélène devrait débuter en avril normalement dans nos centres IFM en France. Donc cette étude Hélène, elle sera plutôt destinée aux personnes qui entrent dans la maladie? Absolument, ça, ce serait en traitement de première ligne. Et donc là, j'ai parlé de ces 2 études qui s'adressent plutôt à des patients à qui on proposerait une autogreffe, mais on a des essais à venir chez des personnes plus âgées, chez qui on ne proposerait pas d'autogreffe, mais qui là aussi viseraient à proposer un traitement à base d'anticorps bispécifiques en comparaison avec le traitement classique, mais là aussi en essayant de proposer des schémas adaptés pour essayer d'avoir je dirais le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire l'efficacité en limitant le risque d'infection, en donnant moins souvent les anticorps bispécifiques, etc. Et donc, est-ce que vous avez pu remarquer là je vois la question, entre les CAR-T et l'autogreffe, mais est-ce qu'on peut comparer les deux en termes de rémission? Pour l'instant, on peut. Pardon, excuse-moi, Olivier. Non, je t'en prie. Non, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Non, je n'en fais rien. En fait, cette question-là, la réponse est en cours puisqu'il y a un essai clinique actuellement en Europe, même international, qui compare autogreffe et le CAR-T Cilta-cel, qui est peut-être notre meilleur CAR-T. On espère avoir accès à ce CAR-T en France courant 2025, là, mais en rechute. Mais là, c'est un essai première ligne qui compare autogreffe à CAR-T. Et c'est cet essai clinique qui permettra de répondre à cette deuxième question. Pour le moment, on n'a pas de données de comparaison autogreffe ou CAR-T. Je veux compléter. Pour rester... Pardon, vas-y. Non, juste pour compléter, parce que j'ai vu cette question, finalement, est-ce qu'il vaut mieux un BISP BCMA ou un BISP GPRC5D, lequel est plus efficace? Pour répondre à ce type de questions, il faut des essais cliniques qui la posent. Et aujourd'hui, on n'a pas, c'est valable pour tous les traitements, on n'a pas d'essais cliniques de réponse comparant des patients traités par l'un randomisés avec des patients traités par l'autre. Je ne crois pas, les cliniciens me le confirmeront, que ce soit le prochain essai qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, donc ça, il ne faut pas se dire GBCMA, est-ce que ça serait mieux si on avait un autre? Il y a vraiment en plus, ils ne sont pas disponibles de la même façon, ils n'ont pas obtenu ils sont pas en phase d'obtenir les autorisations de la même façon. Donc voilà, il ne faut pas se dire parce que GBCMA, on me parle d'un autre, est-ce qu'il serait mieux? Aujourd'hui, on n'a aucun argument pour dire de façon scientifique que l'un est meilleur que l'autre, mais Cyril ou Olivier, vous pouvez répondre. Non, je pense que c'est important, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et juste pour parler de l'autogreffe, un truc qui me paraît important, beaucoup de patients, quand on parle des CAR-T, ont l'impression que c'est comme l'autogreffe, parce qu'on parle d'un recueil comme l'autogreffe, on parle d'une hospitalisation comme l'autogreffe, et ça n'a rien à voir. Quand on fait une autogreffe, on recueille les cellules qui viennent de la moelle, donc en général, on fait des injections. Souvent, vous avez 2 injections de graanocytes, un facteur de croissance qui va stimuler la moelle pour faire sortir les cellules souches qui sont dans la moelle. C'est ces cellules qui fabriquent toutes les cellules de la moelle, les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs. Pour les faire sortir de la moelle, on fait des injections de graanocytes qui sont parfois mal tolérées avec des douleurs osseuses. Et surtout, la greffe, c'est une chimiothérapie très lourde qui est certes efficace, mais qui va mettre la moelle complètement hors service avec une aplasie prolongée. C'est grâce à l'autogreffe que l'aplasie ne dure pas trop longtemps. Et donc, beaucoup de patients gardent une mauvaise expérience de l'autogreffe avec une hospitalisation prolongée, des inflammations au niveau des muqueuses, de la bouche, des difficultés à manger. Et même si le schéma des CAR-T-cells avec un recueil puis une hospitalisation ressemble un peu, le recueil, c'est des cellules qui sont dans le sang, donc c'est un recueil qui est sans préparation. Et la chimiothérapie dont parlait Cyril pour préparer les CAR-T-cells est bien moins forte que celle qu'on fait avant la greffe. Donc la tolérance des CAR-T-cells est complètement différente de l'autogreffe et surtout, c'est pas du tout le même mécanisme. Et pour répondre à 2-3 questions qui étaient dans le chat, on peut, oui, avoir des CAR-T-cells après une greffe parce que c'est des mécanismes totalement différents. C'est une façon de tuer des cellules complètement différentes. Oui, et puis un deuxième commentaire. Ouais, si tu veux compléter, mais... Non, juste effectivement, hein, la chimiothérapie qu'on fait avant les CAR-T-cells, elle est juste là pour faire un peu de place pour que les cellules CAR-T qu'on injecte soient capables de s'expandre. Parce que dans votre corps, vous êtes complet, il n'y a pas de place pour les cellules nouvelles qu'on injecte. Donc là, on fait une chimiothérapie qu'on dit lymphodéplétante pour permettre à ces lymphocytes de s'expandre. La chimiothérapie avant l'autogreffe, là, on veut vraiment faire une chimiothérapie très, très lourde pour tout détruire
et l'autogreffe vous permet de régénérer votre hématopoïèse. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes mécanismes. Excuse-moi, Olivier. Non, je t'en prie. Et le deuxième commentaire que je voulais faire par rapport à ce que tu disais, comme on a beaucoup de nouveautés dans le myélome aujourd'hui, des médicaments qu'on a même qu'on peut prescrire au quotidien, d'autres qui sont en cours d'étude, il y a cette interrogation de beaucoup de patients en se disant: «Est-ce que j'ai le bon traitement, le meilleur traitement?» Et c'est vrai qu'on voit passer des études avec des résultats extraordinaires. Il faut bien avoir en tête qu'on a la chance en France d'avoir un groupe qui s'appelle l'Intergroupe francophone du myélome, une association de patients qui s'appelle la F3M. On travaille vraiment main dans la main et la prise en charge des patients atteints de myélome, globalement, elle est très homogène sur le territoire parce que l'IFM est un grand réseau avec des centres hospitaliers universitaires, les CHU, mais aussi des centres qu'on appelle généraux. Donc, dans ma région, c'est Vannes, Saint-Brieuc, par exemple. Et on travaille vraiment main dans la main avec des protocoles de traitement qui sont très, très proches. On a des recommandations qui sont très proches. Et globalement, vous pouvez être certain d'une chose, c'est que le médecin qui vous prend en charge va adapter votre prise en charge à votre situation. Alors oui, certains patients vont peut-être pas avoir les carticelles parce qu'au-delà d'un certain âge, alors c'est difficile de mettre une barrière d'âge, mais c'est surtout en termes d'état général, de ce qu'on appelle des comorbidités. Si vous avez le cœur très malade, les carticelles, c'est difficile. Si vous avez eu beaucoup d'infections, que vous faites beaucoup d'infections, les anticorps bispécifiques, ça peut être dangereux. Donc on va s'adapter à votre situation, à l'histoire de votre maladie, à votre histoire. Mais en tout cas, on va essayer de vous proposer le meilleur traitement et soyez convaincus d'une chose, c'est que votre médecin discute avec ses collègues. On a ce qu'on appelle des RCP, des staffs où toutes les semaines on discute des dossiers et on essaie vraiment de prendre la meilleure décision possible. Et dans certains cas, ça peut vouloir dire qu'un traitement qui paraît très moderne et très attirant peut ne pas vous être proposé parce qu'on estime que le bénéfice attendu est pas assez important par rapport au risque attendu du traitement. Et ça, c'est important. On a parlé des effets secondaires. C'est quand même des traitements, que ce soit celui-là ou d'autres, qui peuvent avoir des effets secondaires. Et donc, on est bien sûr obligé de réfléchir aux potentiels effets secondaires. Et donc, on réfléchit avec évidemment les bénéfices attendus, mais aussi les risques prévisibles. Et on essaye vraiment de vous donner, chaque médecin essaye de proposer le traitement le plus adapté, j'aime pas dire le meilleur, le plus adapté à la situation d'un patient. Et on va prendre en compte aussi le lieu d'habitation, parce qu'il y a certains traitements, notamment le carfilzomib, il faut venir toutes les semaines à l'hôpital. C'est vrai que c'est très contraignant, ça marche bien, mais c'est contraignant. On va réfléchir à tout ça. Donc, le fait d'avoir beaucoup de traitements laisse l'inquiétude à certains patients de se dire: «Mais est-ce que j'ai le bon traitement? Est-ce que l'autre va pas être meilleur?» Je crois vraiment qu'on essaye, de faire au mieux et on a ce réseau IFM qui fait que la prise en charge du myélome est quand même très homogène, dans toute la France. Il y a Geneviève qui demande: et les reins dans tout ça? Est-ce que tous les traitements là sont compatibles avec l'insuffisance rénale? C'est une bonne question. Donc pour les bispécifiques, aucun problème en pratique. Alors, c'est vrai qu'en insuffisance rénale, en cas d'orage inflammatoire, on est peut-être un peu plus fragile, mais sur l'administration des médicaments, aucun problème bispécifique insuffisance rénale. Pour les CAR-T, il y a un point particulier, c'est que la chimiothérapie qui précède l'injection des CAR-T, il y a de la fludarabine classiquement. C'est fludarabine et de l'endoxan. L'endoxan, c'est une des questions, pas de problème finalement avec la fonction rénale, mais la fludarabine, on ne peut pas la donner en cas d'insuffisance rénale importante. Et donc, c'est vrai que parfois pour les CAR-T, s'il y a une insuffisance rénale importante, on peut préférer dans ce cas-là faire les anticorps bispécifiques. Il y a certains centres qui remplacent la fludarabine par une autre chimiothérapie, la bendamustine, mais c'est vrai qu'en cas d'insuffisance rénale importante, on a tendance à prioriser peut-être les bispécifiques dans ce cas de figure. Ensuite, ça dépend un peu des traitements du myélome. Avec les anticorps anti-CD38, aucun problème en cas de fonction rénale. Le Velcade ou bortezomib, aucun problème. Le Revlimid, il faut faire attention en cas d'insuffisance rénale. On adapte les doses. Le cousin germain du Revlimid, qui est le pomalidomide, lui, aucun problème avec la fonction rénale. Donc, chacun de vos hématologues sait adapter et vous proposer tel ou tel traitement en cas d'insuffisance rénale ou adapter les doses. Mais je vois là, c'est une des questions. Si les CAR-T et actuellement les bispécifiques ont la même cible, c'est-à-dire BCMA, si on répond plus aux bispécifiques, est-ce que c'est la peine d'embrayer sur un CAR-T? C'est une question. Non, vas-y Olivier, Non. pardon. Non, mais tu connais mieux le sujet que moi puisque tu as présenté des données en congrès, donc vas-y.
Ben, pour l'instant, il y a très peu de données disponibles, mais c'est vrai qu'au vu des mécanismes de résistance, c'est vrai que les patients qui progressent sous traitement ont bispécifique, c'est vrai que l'efficacité des traitements par CAR-T est vraiment décevant. Les taux de réponse sont beaucoup plus faibles et les durées de réponse également. Et Karine sait mieux que moi et pour en parler plus précisément, mais on a l'impression quand même que la mutation de la cible est peut-être plus présente sous traitement bispécifique et notamment les traitements anti-GPRC5D où à la progression, on voit beaucoup de mutations par rapport au CAR-T ou aussi parfois un des mécanismes, non pas de résistance, mais qui explique la progression, c'est que tout simplement, quand on regarde la durée de vie des CAR-T, elle est de quelques semaines et en fait, parfois la progression après CAR-T, même si on a décrit des mutations de BCMA, des délétions de BCMA, la cible, en fait, souvent, ce qui explique la récidive, c'est que les CAR-T ont disparu, or il restait du myélome et que quelques mois après, le myélome rechute parce que les CAR-T sont perdus et donc, tout ça pour dire que pour l'instant, des études sont en cours et notamment l'analyse de notre vie réelle et des patients qu'on traite en France et dans d'autres pays par CAR-T puis bispécifique ou par bispécifique puis CAR-T. Pour le moment, notre impression est peut-être qu'il vaut mieux faire CAR-T puis bispécifique que l'inverse. Mais encore une fois, ce sont des données un peu fragiles et les données, effectivement, on avait présenté de l'efficacité du teclistamab chez des patients qui avaient rechuté après bispé ou anticorps conjugués, encore une autre immunothérapie dont on n'a pas parlé. Et même si les taux de réponse sont proches quand on reçoit du teclistamab, quand on a déjà reçu un traitement anti-BCMA ou quand on n'en a pas reçu, les taux de réponse sont proches, mais quand on reçoit le teclistamab après un traitement anti-BCMA, la durée de réponse passe de 1 an à peu près à 3-4 mois. Donc, ça marche quand même moins longtemps. Donc, juste pour compléter, oui, j'avais répondu à une question dans le chat. Pour les CAR-T, il y a 2 grands mécanismes de résistance, on va dire, de façon globale. Hein. Un mécanisme qui est lié à la perte de la cible, bon, ça, c'est toujours le cas. Et un autre mécanisme que vous comprendrez très facilement. On a dit que les lymphocytes T qui sont dans la tumeur, les vôtres, ils deviennent progressivement inefficaces parce que la cellule tumorale et son micro-environnement produisent des facteurs qui les rendent inefficaces. Eh bien, les CAR-T, il va se produire la même chose. Et une fois qu'ils sont dans la tumeur, ils ont tendance, eux aussi, à devenir ce qu'on appelle, nous, en immunologie, fatigués, exhausted, et à ne plus être capables de répondre. Et bon, ceci étant dit, sur la notion de persistance, pour être un peu positif, on avait aussi dans le lymphome, qui est l'autre pathologie où on fait beaucoup de CAR-T-cells, l'idée que la persistance serait très importante et finalement, c'est pas si évident que ça. Là, on a des CAR-T qu'on peut comparer qui ont en théorie qui persistent plus ou moins. On a l'impression que le fait qu'ils soient très efficaces au début, c'est presque plus important que leur persistance. Mais clairement, s'il reste des cellules tumorales, ces CAR-T, contrairement à l'idée qu'on s'en faisait au départ, qui était un peu le dogme, l'idéal, ils ne vont pas persister de façon si prolongée que ça. Et donc, c'est un mécanisme de résistance aussi. Alors là aussi, pour temporiser ce que tu disais, Cyril, c'est vrai qu'on a l'impression que faire CAR-T, c'est mieux parce qu'on pourra potentiellement faire des bispécifiques, alors que dans l'autre sens, de fait, la maladie va progresser sous bispé. C'est vrai et ça peut être faux dans certains cas. Si, par exemple, les CAR-T ne fonctionnent pas bien ou pas assez longtemps, parce que malheureusement ça arrive, on voit des patients qui 3 mois après les CAR-T rechutent. C'est tellement proche des CAR-T que là, on est plus effectivement dans un mécanisme probablement de perte de la cible ou de mutation et à ce moment-là, les retours qu'on a pour l'instant d'études de vie réelle, on a un registre français de patients traités par CAR-T, c'est que ça fonctionne pas bien et que par contre, chez des patients qui ont une réponse très prolongée, on a des patients, je pense dans tous les centres, qui sont à 2 ans, 3 ans des CAR-T, qui n'ont pas encore rechuté. Eux, clairement, ils ont probablement plus de CAR-T qui circulent ou alors peut-être un fifrelin. Ils ont probablement pas de mutation et quand ils rechutent, c'est simplement la maladie qui revient comme pour n'importe quel traitement et là, on pourra retraiter. L'autre élément important, c'est que les CAR-T, même s'ils sont beaucoup plus accessibles qu'avant, ça reste une procédure un peu longue, tu l'as dit, c'est 6 à 8 mois entre le recueil, l'hospitalisation pour traitement et dans certains cas, on n'a pas le temps, la maladie ne nous laisse pas le temps d'avoir ce délai-là et si on veut agir vite sur une maladie qui est très évolutive, on
on est obligé d'aller très vite vers des bispécifiques qui sont disponibles tout de suite en quelques jours. Donc ça, c'est un élément important et puis, l'autre chose, c'est que même si les CAR-T, je l'ai dit tout à l'heure, sont plutôt, bien tolérés, il y a des comorbidités, des antécédents qui font que c'est trop risqué de faire cette procédure, donc on s'adapte et encore une fois, c'est 2 stratégies de traitement qui sont quand même très efficaces et dans les 2 cas, c'est une chance qu'on a en France de pouvoir, utiliser ces traitements-là sans restriction aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, encore une question. Bernard demande changer de cible, c'est-à-dire passer de la cible BCMA à GPR C5D. Est-ce que c'est possible actuellement? Notre déception là en 2024, alors il faut quand même dire qu'en France, on a un très très bon accès aux médicaments. On râle parfois parce qu'on aimerait avoir plus vite et c'est légitime, mais on a quand même un bon accès aux médicaments. Mais donc aujourd'hui, on a accès à un CAR-T anti-BCMA, Abecma, et à 2 bispécifiques anti-BCMA, le teclistamab et l'elranatamab, qu'on prescrit toujours dans le cadre d'un accès précoce. Et évidemment, on voit de plus en plus de patients dont la maladie revient après l'un de ces traitements et on a envie de changer de cible. Et on attendait l'accès au talquetamab, qui est un anticorps bispécifique anti-GPRC5D, et malheureusement, au vu des données disponibles d'efficacité, la Haute Autorité de Santé, enfin la Commission de transparence de la Haute Autorité de Santé, a jugé que les données n'étaient pas suffisantes pour valider un accès précoce au talquetamab. Et donc, on n'a aujourd'hui pas accès en France, en dehors d'essais cliniques, mais qui sont actuellement peu fréquents en fait. On n'a pas accès dans le soin courant à une immunothérapie ciblant GPRC5D. Donc, on espère que le temps passant, que les données disponibles provenant d'essais cliniques permettront d'avoir cet accès. Mais pour le moment, non, on n'a que accès à des traitements, des immunothérapies ciblant BCMA. Et donc, le changement de cible ne peut se faire que dans le cadre d'essais cliniques. Et à l'heure actuelle, on a des essais cliniques qui, oui, peuvent proposer des anticorps anti-GPRC5D, mais honnêtement, peu nombreux, ça représente peu de patients, donc c'est très frustrant et donc on attend vraiment de pouvoir avoir accès à ce médicament. Et comme demande Patricia, donc sous bispécifique et en cas de rechute, si en fait les CAR-T ne donneront pas de meilleure réponse, l'alternative c'est de revenir à des traitements qui fonctionnent bien mais plus classiques, on va dire. Bah là, ça dépend vraiment de la situation. Je crois qu'on a perdu Olivier. Je ne l'entends plus pour ma part et je le vois. Situation de chaque patient parce qu'on a l'expérience et que ça ne sert à rien de le remettre. Donc, on regarde l'histoire du patient, on regarde s'il a bien reçu tous les traitements, s'il est bien réfractaire à tous les traitements et parfois on peut être amené à réutiliser un traitement si on a des éléments qui laissent penser qu'il n'était pas réfractaire. On peut revenir aussi à des chimiothérapies un peu plus anciennes, comme l'endoxan dont parlait Cyril. Mais il est clair qu'aujourd'hui, en l'absence d'accès aux autres anticorps bispécifiques dont parlait Cyril, aujourd'hui on peut se retrouver dans des impasses malgré tous les traitements qu'on a. Hein. Malheureusement, ça arrive. Et on a beau avoir de nombreux traitements aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 15 ans, on peut se retrouver dans des situations d'impasse. Merci beaucoup. Audrey, est-ce que tu aurais noté une question que nous pourrions poser à nos chers professeurs là, qui sont encore là avec nous? Oui, merci Sophie. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont posé la question. C'est vrai que depuis avant, on parle d'essais cliniques, mais il y en a qui ne savent pas comment y accéder. Est-ce que ça serait possible d'expliquer, s'il vous plaît? Mais en fait, comme le disait Olivier, on a quand même en France un réseau de centres qui est très bien organisé. Et depuis 2003, 21 ans, il y a le plan cancer, c'était Jacques Chirac. Et en fait, il y a une obligation, entre guillemets, maintenant, quand on découvre une maladie, et puis a fortiori lorsque la maladie revient après traitement, on présente l'histoire du patient en RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est un staff, en l'occurrence avec des hématologues, des radiologues, des biologistes, et de manière collégiale, on essaie de trouver le meilleur traitement possible. Et lors de ces
RCP. Parfois, le meilleur traitement, c'est un traitement classique. Parfois, ça peut être la participation à un essai clinique. Et en fait, le maillage territorial fait que si à un moment donné, on pense que la meilleure option, et a fortiori si la maladie rechute après plusieurs lignes de traitement et que les traitements classiques ne fonctionnent plus, eh bien, on peut être amené à proposer un essai clinique et parfois, on peut avoir un essai clinique pas forcément ouvert dans le centre de proximité, mais on se connaît tous, les hématologues, et parfois on reçoit des messages de collègues en disant ben, je suis confronté à telle histoire d'un patient dont la maladie est résistante à tel ou tel traitement, est-ce qu'il y a possibilité d'essais cliniques? Et on est voilà, quand même beaucoup de villes en France à avoir accès à des essais cliniques testant des nouveaux médicaments et à qui en proposer. Donc je pense que il n'y a pas besoin d'aller pister sur Internet l'ouverture de tel ou tel essai dans telle ou telle ville. Notre maillage de réunions de concertation pluridisciplinaire fait que on se connaît, on sait à peu près les essais ouverts et on se sollicite les uns les autres pour proposer parfois tel essai si ça nous semble raisonnable et adapté aux patients. Et on prend en compte, au-delà de l'histoire de la maladie, on prend en compte les contraintes, hein. Il y a des essais, je pense les premiers essais des anticorps bispécifiques auxquels, Cyril, à Nantes et moi à Rennes, on a participé, ça obligeait les patients à venir toutes les semaines. Donc un patient qui habitait à 150 ou 200 kilomètres, fallait vraiment réfléchir, pour lui proposer ce protocole parce que même si c'est efficace, c'est des contraintes énormes, donc il faut que le patient soit capable de supporter ça. Donc on réfléchit aussi à ces éléments-là et aux contraintes associées qui sont parfois très lourdes dans les essais, notamment qui testent des nouveaux médicaments, hein, ce qu'on appelle les essais de phase précoce. Merci beaucoup. On s'oriente tout doucement, mais sûrement vers la fin de cette webconférence absolument passionnante pour nous, malades du myélome, et forcément avec un avenir qui s'annonce un peu plus radieux qu'il y a quelques années pour nous. Audrey, je te laisse reprendre la main. Oui, donc je le rappelle parce que je ne sais pas pourquoi ma diapo a disparu, mais jeudi 23 janvier, il y aura la prochaine webconférence qui est sur le thème « Mieux vivre avec son myélome » avec le docteur Cécile Zontag et le docteur Alexis Talbot. Donc, je vous ai mis le lien si vous voulez déjà vous préinscrire, mais dans tous les cas, vous aurez un mail juste à la suite de cette webconférence si vous avez envie de participer à cette webconférence-là. En tout cas, merci beaucoup à nos professeurs qui étaient là et qui ont quand même répondu à l'oral à énormément de vos questions. Après, je ne sais pas si chacun veut faire un petit mot de la fin, ou Sophie. Écoutez, moi je pense qu'effectivement on fait toujours le maximum en 1 heure. 1 heure c'est très court parce que nous avons forcément énormément de personnes en ligne qui aimeraient avoir les réponses à leurs questions. Mais en tout cas, on s'efforce toujours de faire un maximum pour intéresser le plus de personnes possible. Donc maintenant, je vais vous passer à vous, professeur, la parole pour terminer. Professeur un grand merci à la F3M, merci beaucoup à tous pour la participation à ce MOOC. En petit clin d'œil, il y avait une question quand même vraiment très dure, là, c'est de chercheurs peut-être, mais avons-nous des données sur d'éventuels essais cliniques concernant l'inhibiteur de gamma-sécrétase qui pourra augmenter la densité de surface de BCMA, dis donc. Alors, il se trouve que oui, on a participé à des essais avec ces inhibiteurs. Difficile de dire si c'est plus efficace que le bispécifique tout seul, mais en tout cas, il y a des questions assez pointues. Non, merci beaucoup. Puis merci beaucoup à Karine et Olivier. C'est toujours très agréable d'animer ce MOOC avec vous deux. De mon côté, merci beaucoup. Alors moi, effectivement, je ne suis pas clinicienne, donc j'espère quand même que ça vous apporte également quelque chose, d'avoir une vision un peu plus biologique sur ces éléments.
Et bien sûr, je remercie beaucoup Cyril et Olivier de nous donner la possibilité d'interagir avec vous. C'est toujours un grand plaisir en tout cas. Bah, merci Karine et ça nous rassure de t'avoir avec nous parce que comme ça on sait que sur les questions spécifiques et juste il y avait dans la question de chat, il y avait des personnes qui souhaitaient avoir les slides, enfin les diapos ou des explications sur certains explications qu'a donné Karine. Il y a une très bonne vidéo sur le site de la F3M où Karine était interviewée par Bernard Delcourt qui explique ce que tu as fait là, mais qui est accessible sur le site de la F3M. Ouais, Et alors donc, c'est sur Mielonet. Ah pardon, préciser. Mielonet, excusez-moi. Et c'est dans le cours 6. Si jamais vous la cherchez, c'est dans le cours 6. Effectivement, elle y est. Comme ça, au moins, les gens ont les bonnes infos et savent où la chercher. Très bien. Et parce qu'elle n'est que là-bas. Il faut le savoir. Bah, merci d'avoir précisé ça, parce que c'est une très bonne vidéo, je trouve. Et merci à l'F3M de nous permettre d'échanger avec vous. C'est vraiment important pour nous. Et moi, je conclurai juste en redisant, je me répète, mais c'est important. Il n'y a pas de meilleur traitement. Ce qui compte, c'est le traitement qui est adapté à votre situation. Je crois que c'est vraiment important parce que la définition du meilleur traitement, c'est celui qui vous correspond en fonction de vos antécédents, de votre âge, de votre histoire de maladie. Et voilà, je voulais conclure là-dessus. Et je suis ravi aussi d'échanger avec Cyril et Karine. C'est toujours agréable de partager nos avis, nos points de vue. Eh bien, écoutez, merci pour cette belle web conférence. Rendez-vous donc au 23 janvier sur un autre sujet. Et passez tous et toutes une très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.